c'est les Faïs. En rêve, Curanès contempla la cité dans la vallée. La côte s'étendant derrière le pic neigeux qui domine la mer, et les galères aux couleurs gaies qui sortent du port pour aller vers les régions lointaines où le ciel et la mer se rejoignent. Ce fut également en rêve qu'il acquit ce nom de Curanès, car lorsqu'il s'éveilla, il constata qu'on l'appelait autrement. Peut-être était-ce pour lui chose naturelle que de rêver d'un nouveau nom, car dernier descendant d'une famille, et seul parmi les millions d'habitants indifférents de Londres, rares étaient ceux qui lui parlaient pour lui rappeler qui il avait été. Il avait perdu ses terres et son argent, et n'aimait guère les manières des gens qui l'entouraient. Il préférait rêver et transcrire ses rêves. Ceux à qui il montrait ses écrits se moquaient de lui, si bien qu'il les garda pour lui seul et finalement cessa d'écrire. Plus il s'éloignait du monde qui l'entourait, et plus ses rêves devenaient merveilleux. Il aurait donc été vain d'essayer de les coucher sur le papier. Curanès n'était pas moderne. Il ne pensait pas de la même façon que ceux qui écrivent. Tandis que ceux-ci s'efforcent de dépouiller la vie des voiles brodés des mythes qui l'entourent, montrant dans sa laideur cette triste chose qu'est la réalité, Curanès recherchait uniquement la beauté. Quand la vérité et l'expérience n'eurent pas réussi à la lui révéler, il la chercha dans l'imagination et dans l'illusion, et la trouva toute proche, parmi les souvenirs nébuleux des contes et des rêves de son enfance. Enfant, nous écoutons et nous rêvons. Nous avons des pensées encore floues. Et quand, une fois adultes, nous essayons de les faire revivre en notre mémoire, le poison prosaïque de la vie ternit ces visions. Mais certains d'entre nous s'éveillent la nuit avec d'étranges fantasmes de collines et de jardins enchantés, de fontaines chantant dans le soleil, de falaises dorées qui surplombent des mers calmes, de plaines qui s'étendent jusqu'aux pieds de cités endormies, et de légions de héros qui galopent sur des chevaux blancs caparaçonnés à l'orée de forêts épaisses. Alors, nous savons que nous sommes retournés en arrière, par des portes d'ivoire, dans ce monde merveilleux qui fut le nôtre avant l'âge de raison, qui est celui de la tristesse. Curanès revint très brusquement dans l'univers de son enfance. Il avait revu la maison où il était né, la vaste demeure de pierre, couverte de lierre, où 13 générations de ses ancêtres avaient vécu et où il avait espéré mourir. Le clair de lune resplendissait, et il était sorti dans la nuit d'été parfumée. Il avait traversé les jardins, descendu les terrasses, longé l'allée de chêne du parc, et marché sur la longue route blanche qui mène au village. Celui-ci semblait ancien. Curanès se demanda si les toits pointus des petites maisons cachaient le sommeil ou la mort. Dans les rues, une herbe haute poussait. De chaque côté, des fenêtres aux vitres brisées. Curanès ne s'était pas attardé. Comme poussé vers un but, il avait poursuivi son chemin. Puis il avait été attiré dans une ruelle qui montait aux falaises et était arrivé, enfin, au précipice, où le village et le monde entier tombaient à pic dans le vide sans écho de l'infini. Là où même le ciel était vide, sans lune et sans étoiles. La foi l'avait poussé à continuer au-dessus du précipice, et dans le gouffre où il était descendu en flottant. Il avait contemplé des rêves sombres et sans forme, des sphères vaguement éclairées qui pouvaient être des rêves à moitié rêvés, des choses ailées qui riaient et semblaient se moquer de tous les rêveurs de l'univers.
Puis une déchirure parut s'ouvrir dans l'obscurité devant lui, et il revit, au loin, la cité dans la vallée, radieuse et étincelante au-dessous de lui, avec la mer et le ciel à l'arrière-plan, et une montagne au sommet neigeux près du rivage. Curanès se réveilla à ce moment précis. Mais il savait déjà que ce qu'il avait vu n'était autre chose que Sélephaïs, dans la vallée de Ut-Nargaï, de l'autre côté des collines de Tanari, où son esprit était demeuré l'éternité d'une heure par un après-midi d'été, il y avait bien longtemps. Il s'était éloigné de sa nurse, et, étendu sur une proche falaise, il avait laissé la chaude brise marine le bercer et l'endormir. Il avait protesté quand on l'avait retrouvé, réveillé et reconduit à la maison, car au moment où on l'avait réveillé, il était sur le point de s'embarquer sur une galère dorée vers ces régions attirantes où le ciel et la mer se rencontrent. Et à présent, il était également furieux de s'éveiller, car il avait retrouvé sa fabuleuse cité après 40 pénibles années. 3 nuits plus tard, Curanès revint à Sélephaïs. Comme la fois précédente, il rêva d'abord du village endormi et mort, et de l'abîme sur lequel on doit flotter en silence. Puis la déchirure s'ouvrit de nouveau, et il aperçut les minarets scintillants de la cité. Il vit les gracieuses galères à l'ancre dans le port bleu, observa les arbres ginkgo sur le mont Aran, frémissant sous la brise marine. Mais cette fois, il ne fut pas arraché à cette vision, et comme s'il avait des ailes, il se posa doucement sur une colline herbeuse. Il était vraiment revenu dans la vallée de Ut-Nargaï et dans la splendide cité de Sélephaïs. Au pied de la colline, parmi les herbes parfumées et des fleurs éclatantes, Curanès marcha. Il franchit le Naraxa torrentueux sur un petit pont de bois, où il avait gravé son nom bien des années auparavant, traversa les bosquets jusqu'au grand pont de pierre, à l'entrée de la cité. Rien n'avait vieilli. Les murs de marbre n'étaient pas décolorés, et les statues de bronze polies n'étaient pas ternies. Jusqu'aux sentinelles sur les remparts, qui étaient les mêmes, aussi jeunes qu'auparavant. Quand il pénétra dans la cité, passa les portes de bronze et marcha sur les pavés d'onyx, les marchands et les chameliers le saluèrent, comme s'il n'était jamais parti. Et ce fut la même chose au temple de turquoise de Nat Ornat, où les prêtres couronnés d'orchidées lui déclarèrent que le temps n'existait pas à Ut-Nargaï, et que la jeunesse y était éternelle. Puis Curanès prit la rue des Colonnes pour atteindre la muraille, près de la mer, où se rassemblent commerçants, marins, hommes étranges venus des contrées où la mer et le ciel se rencontrent. Il resta là longtemps, contemplant le port coloré où les vagues scintillaient sous un soleil inconnu, et où les galères venues de loin voguaient sur l'eau. Et il contempla aussi le mont Aran, qui s'élevait majestueusement au-dessus de l'océan, avec ses pentes couvertes d'arbres et son blanc sommet touchant le ciel. Plus que jamais, Curanès désirait partir sur une galère vers ces lieux lointains dont il avait entendu tant de contes étranges. Il se remit à chercher le capitaine qui avait accepté de l'emmener autrefois. Il trouva l'homme, Atib, assis sur le même coffre d'épices. Ensemble, ils ramèrent jusqu'à une galère du port, et, après avoir donné des ordres aux marins, commencèrent à s'éloigner sur la mer houleuse qui conduit au ciel. Plusieurs jours, ils voguèrent au gré des flots, jusqu'à ce que, finalement, ils arrivèrent là où la mer et la terre se rencontrent. La galère ne s'arrêta pas, mais se mit à flotter aisément dans le bleu du ciel, parmi les nuages floconneux et teintés de rose.
Et loin sous la quille, Curanès pouvait voir des pays étranges, des rivières et des cités d'une beauté extraordinaire qui s'étendaient, indolents, sous le soleil. Enfin, Atib lui dit que leur voyage approchait de son terme, et qu'ils entreraient bientôt dans le port de Séranian, la cité de marbre rose des nuages, sur la côte éthérée, où le vent de l'ouest se mêle au ciel. Mais au moment où les plus hauts tours sculptés de la cité lui apparaissent, il y eut un bruit quelque part dans l'espace et Curanès s'éveilla dans sa mansarde de Londres. Pendant plusieurs mois, ensuite, Curanès chercha en vain à retrouver Sélephaïs et ses galères voguant vers le ciel. Personne dans ses rêves ne fut capable de lui indiquer le chemin de Ut-Nargaï, de l'autre côté des collines de Tanari. Une nuit, il vola au-dessus de montagnes sombres, où brillaient des feux de camp isolés, très éloignés les uns des autres, et où l'on voyait d'étranges troupeaux dont les chefs portaient des clochettes. Dans la partie la plus sauvage de cette contrée inconnue, il découvrit un vieux mur de pierre qui zigzaguait sur les crêtes et les vallées, trop gigantesque pour avoir été construit par des mains d'hommes, et si long qu'on en pouvait apercevoir la fin. Au-delà de cette muraille, dans l'aube grise, il parvint dans une contrée de jardins. Au lever du soleil, il y découvrit une telle splendeur de fleurs rouges et blanches, de feuillages et de pelouses vertes, d'allées blanches, de ruisseaux de diamants, de lacs d'azur, de ponts sculptés et de pagodes de toits rouges, que dans son plaisir, il en oublia Sélephaïs. Une autre nuit, Curanès grimpa un interminable escalier en spirale, aux degrés humides, et parvint à la fenêtre d'une tour qui dominait une vaste plaine et une rivière éclairée par la lune. Dans la cité silencieuse, qui s'étendait au bord de la rivière, il eut l'impression de contempler un paysage déjà connu. Il serait descendu pour demander la route de Ut-Nargaï, si une aurore inquiétante n'avait surgi d'un endroit lointain, au-delà de l'horizon, révélant la ruine et la vieillesse de la cité, la stagnation de la rivière couverte de roseaux, et la mort qui régnait sur ce pays depuis que le roi Kyranatolis, revenu de ses conquêtes, avait subi chez lui la vengeance des dieux. C'est ainsi que Curanès chercha en vain la merveilleuse cité de Sélephaïs et de ses galères qui voguent dans le ciel vers Séranion. Il y vit beaucoup de merveilles, et une fois il échappa de justesse au grand prêtre, qu'on ne peut décrire, qui porte un masque de soie jaune sur le visage, et vit seul dans un monastère de pierre préhistorique, sur le plateau désertique et glacé de Leng. Avec le temps, il ne put plus supporter les mornes intervalles du jour, et se mit à acheter des drogues pour augmenter ses périodes de sommeil. Le haschisch l'aida beaucoup et l'envoya une fois dans une partie de l'espace où la forme n'existait pas. Un gaz de couleur violette lui dit que cette partie de l'espace se situait par-delà l'infini. Le gaz n'avait jamais entendu parler de planète ni d'organisme auparavant, mais il identifia Curanès comme un simple produit de l'infini, où la matière, l'énergie et la gravitation existent. Curanès était maintenant impatient de retrouver Sélephaïs et ses minarets, et augmenter ses doses de drogue. Vint un jour où il se trouva à court d'argent. Puis, par une journée d'été, il fut renvoyé de sa mansarde et erra sans but dans les rues. Au-delà d'un pont, les maisons devinrent de plus en plus minces. C'est là que l'accomplissement se produisit et qu'il rencontra le cortège venu de Sélephaïs pour l'y conduire définitivement.
C'étant de beaux cavaliers, montés sur des chevaux rouants, revêtus d'armures étincelantes, avec des tabards tissés d'or, au blason étrange. Ils étaient si nombreux que Curanès les prit pour une armée, mais on les avait envoyés en son honneur, puisque c'était lui qui avait créé Ut-Nargaï dans ses rêves. Il allait maintenant être nommé son dieu régnant pour toujours. Ils lui donnèrent un cheval et le mirent à la tête de la cavalcade, et tous galopèrent majestueusement à travers les plaines du Suré, jusqu'à la région où Curanès et ses ancêtres avaient vu le jour. C'était très étrange, mais les cavaliers semblaient remonter le temps au cours de leur galop. Quand il fit sombre, ils voyagèrent plus rapidement, jusqu'à ce qu'ils eussent l'impression de voler. À l'aube incertaine, ils arrivèrent dans un village que Curanès avait vu vivant dans son enfance et mort ou endormi dans ses rêves. À présent, il était vivant, et les villageois matinaux s'inclinèrent très bas quand les cavaliers paradèrent dans la rue et tournèrent dans la ruelle qui se termine dans l'abîme des rêves. Curanès n'avait pénétré dans cet abîme que la nuit, et il se demanda à quoi il ressemblerait le jour. C'est pourquoi il attendait anxieusement d'y parvenir. Juste au moment où il arrivait au bord du précipice, une lueur dorée surgit de l'ouest et enveloppa tout le paysage de vapeurs éclatantes. L'abîme était un chaos bouillonnant de splendeur rose et azurée, et des voix invisibles chantèrent avec exultation, tandis que le cortège des cavaliers plongeait dans le vide et flottait gracieusement au-delà des nuées brillantes. Les cavaliers évoluèrent à l'infini, leurs montures galopant dans les terres comme sur des sables d'or. Les vapeurs lumineuses s'entr'ouvrirent alors pour révéler une clarté plus lumineuse, la clarté de la cité de Séléphaïs et de la côte qui s'étend derrière elle, du pic nuageux qui domine la mer et des galères aux couleurs gaies qui sortent du port et partent vers les régions éloignées où le ciel et la mer se rejoignent. Et Curanès régna alors sur Ut-Nargaï. Il y règne encore, et il y régnera toujours, même si au pied des falaises d'Innsmouth, le ressac joue avec le corps d'un vagabond qui a traversé à l'aube le village désert, joue avec ce corps et le jette sur les rochers au pied de la tour Trévor, recouverte de lierre, là où un brasseur millionnaire, particulièrement odieux, jouit des biens d'une noble famille, aujourd'hui éteinte.